toutes et à tous et bienvenue pour ce premier broadcast by Revolve, une émission par et pour les CEO et CTO. Donc 30 minutes, 2 invités pour partager des retours d'expérience, échanger sur des convictions fortes et parler avec transparence d'un sujet qui nous tient fortement à cœur, la transformation profonde des entreprises. Un vaste sujet, nous aborderons donc cela sous 3 axes majeurs. Donc, les enjeux dans ce monde incertain, le rôle du cloud face à ces enjeux, et enfin les impacts sur l'organisation et notamment sur le rôle du dirigeant. Je m'appelle Caroline Alain, je suis consultante en transformation et intelligence collective et je suis passionnée par les nouveaux modes de management et la construction d'un collectif. Avec moi aujourd'hui, 2 invités qui ont de très belles histoires et convictions à vous partager. Sylvie Houlier-Maïka, Head of Sales AWS France. Bonjour Sylvie. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci, j'en ai eu la chance d'animer la direction. Et auparavant, j'ai eu la chance d'accompagner des organisations et leurs équipes sur des projets de transformation profonde. D'accord. Merci Sylvie. Je suis aussi avec Patrick, Head of Public Cloud Excellence Center chez NGIT. Bonjour Patrick. Bonjour Caroline, bonjour Sylvie et bienvenue chez moi. Alors pour ma part, je suis depuis 4 ans chez NGIT où j'ai eu l'opportunité d'initier et maintenant de gérer un centre d'excellence cloud public que l'on appelle le Cloud Accelerator. Pour mon parcours rapidement, auparavant j'ai travaillé pour des sociétés du CAC 40, donc Air Liquide puis Sodexo, et j'ai la chance de pratiquer le cloud public depuis une dizaine d'années. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous un retour d'expérience sur la transformation d'organisation grâce au cloud public. Merci Patrick. Donc je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif de notre sujet avec la première partie, à savoir les enseignements que nous pouvons tirer dans un monde incertain. Donc nous parlerons de transformation des organisations aujourd'hui. Ces transformations sont bien sûr étroitement liées au changement que vivent nos sociétés, et nous entendons de toutes parts ces fameux phénomènes d'accélération, de complexité qui va croissante. On parle d'un monde qui est dit VUCA. On entend même souvent la phrase « Chaos is the new normal ». Alors forcément, les organisations doivent s'adapter à cette vitesse, à ces ruptures technologiques et aussi aux enjeux sociétaux et environnementaux qui bouleversent nos habitudes et le mode de vie, et puis nos décisions. Donc, je voulais savoir en tant que manager, en tant que coach, comment vous ressentez ces phénomènes, comment cela s'illustre sur le marché et dans vos équipes. Sylvie ? Oui, merci Caroline. Alors, c'est une question super intéressante parce que dans mon rôle actuel et dans mes fonctions précédentes, j'ai pu voir un grand nombre de dirigeants aborder des transformations profondes pour leurs organisations. La période que nous venons de traverser est un exemple assez intéressant parce que finalement, sans la technologie, nous n'aurions pas pu traverser les mois qui viennent de s'écouler. On a souvent dit que la transformation digitale était un mot valise, c'est ce qu'on entend très souvent, et je crois que les 3 derniers mois nous ont permis de comprendre que finalement ce que cela recouvrait, la transformation numérique. Je parcourais hier un des e-books qu'on appelle Executive Insights chez AWS, dont l'un qui est produit par Adrian Cockcroft, qui est l'ancien CIO de Netflix, donc un de nos grands clients. Et c'est un entreprise stratégiste chez nous, donc qui conseille les boards de nos grands clients dans leur transformation et dans leur move to cloud. Donc Adrian rappelait que sur les 8 dernières années, 151 sociétés ont disparu du classement de Fortune 500. Et ce nombre de sociétés disparues est plus élevé sur les 8 dernières années que sur les 50 ans qui ont précédé. Je trouve ce chiffre vraiment intéressant parce que finalement, on peut se poser la question sur qu'est-ce que cela signifie. Et ce qu'on peut dire, c'est que les sociétés qui ont été capables de passer le virage de la transformation numérique, d'innover, d'être plus agiles, ont aussi réussi à se maintenir dans ce classement. En tout cas, c'est la conclusion que j'en tire. Et malheureusement, un grand nombre d'entre elles n'ont pas été capables de bien se positionner vis-à-vis de la concurrence. Leurs clients aussi, leurs partenaires, leurs employés, et n'ont pas eu cette agilité, cette vélocité, et finalement se sont fait doubler. Donc oui, le chaos, l'incertitude, et tu le mentionnais Caroline, la complexité, c'est la nouvelle norme, et les organisations doivent s'adapter. Alors, on se pose la question sur quel constat tirer. Moi, mon expérience et ma conviction forte est que le succès repose avant tout sur le rôle du dirigeant.
Alors pourquoi? Parce que finalement, c'est lui qui est porteur de sens. Donner du sens est encore plus important dans ces périodes d'incertitude. Vous connaissez certainement le livre de Simon Sinek qui dit Start with why. Donc, commençons pour pourquoi on fait les choses et on donne du sens et on communique. Donc, ce pourquoi, et je dirais même ce pourquoi en 2 mots, pourquoi on le fait, ça permet de capter l'adhésion, ça permet d'embarquer l'entreprise dans un projet ambitieux, dans un projet qui est fédérateur également. Et je crois que la communication est clé pour parvenir à une cohérence d'action, un consensus avec toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Donc, ça donne du sens à l'action, ça aligne une vision partagée sur des enjeux et donc le soutien du dirigeant. Alors, quand je mentionne le dirigeant, on parle de CEO, certes, mais de CTO, de CIO, parce que c'est qui diriger ces projets ambitieux. Donc, ça ne doit pas être considéré non plus comme une diminution de pouvoir. Hein, on partage le pouvoir. On supprime des silos aussi. Hein, et toutes ces nouvelles pratiques permettent de lever ces obstacles au changement. En fin de compte. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, moi, je pense que Patrick, moi, je serais très intéressée pour avoir ton avis et savoir comment ça résonne avec tes expériences, notamment dans ton rôle chez NGIT. Merci Sylvie. Alors pour zoomer sur NGIT, je vais commencer d'abord par un petit panorama sur le groupe NJ. Nous, notre contexte, c'est celui d'une filiale du groupe NJ. Et ce groupe est engagé dans une transition zéro carbone comme un service. Donc, pour une société qui était vue comme un fournisseur d'énergie, c'est la création d'un nouveau type de marché. Et cette stratégie qui est différenciante était incarnée par une vision managériale au niveau de la direction du groupe. Et on a suivi ces dernières années 3 principes clés qui étaient la décarbonation, la digitalisation et la décentralisation. Donc, dans l'informatique d'Engie, les entités du groupe ont une grande délégation, une grande flexibilité, voire même pour les métiers régulés, une séparation de leur IT. Donc, pour l'IT, ça a été pour nous un changement de cap. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une approche centralisatrice avec l'habitude de faire des plans à 5 ans à une logique où NGIT devait faire une logique de vente interne qui était motivée par des offres attractives. Donc là, on voit clairement l'apport des leaders de la filière IT qui ont impulsé ce mouvement volontariste des BU. Alors, pour NGIT maintenant, qui est un centre de services partagés, ça a été une transformation rapide. On est passé d'un opérateur régalien à un centre de services choisi. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Par exemple, notre chiffre d'affaires s'est contracté. C'est du budget interne, donc ce n'est pas très grave, c'est normal, on doit être de cost. Mais ça veut dire que notre budget de fonctionnement est passé d'à peu près 500 millions par an à 300 millions par an en quelques années. Donc, on voit que dans ce type de transformation qui est importante, le leadership de l'équipe de management est critique pour aborder ce changement majeur et y faire adhérer les équipes. Donc maintenant, si je zoome sur l'équipe dont je m'occupais en particulier, depuis mi-2016, si on observe un KPI simple, comme par exemple le nombre de serveurs, on est passé de 5000 serveurs on-premise, on était dans 13 data centers entre la France et Belgique, à moins de 2000 dans 2 data centers. Donc on parle d'une évolution sur quelques années. C'est une évolution qui est positive, parce qu'on a gagné 10 000 MWh par an. Donc pour nous, dans notre objectif de zéro carbone, c'est important pour nous. Mais évidemment, pour les équipes qui gèrent ce domaine, quel sens donner? Parce qu'on voit une diminution de l'activité. Donc, bon, en tant que patron de cette équipe, on a partagé un diagnostic de transformation par rapport à l'offre que l'on avait au BU. Et on peut la représenter avec, si on fait un cadran avec en abscisse le degré d'urgence ressenti et en ordonnée un gradient entre évolution et révolution. Ce que l'on avait en 2016, c'était une situation de grande urgence, avec en même temps combiné avec une révolution dans notre métier. Ne pas évoluer, pour mon équipe, représentait un risque d'existence pour nos savoir-faire, parce qu'on risquait de sortir du marché quelque part. Donc, quelles ont été nos évolutions que l'on a proposées, des évolutions gérables par petits pas, qui ont permis de mener cette révolution? Parce que c'était ça notre but. Premièrement, on est passé d'une expertise externalisée en régie et une infogérance en Inde à une compétence interne et sur les sites des BU. Donc ça répondait à l'objectif de proximité et de long terme. Deuxièmement, il fallait passer un cap, qui était la crainte du cloud public. Nous, on avait un cloud privé, par exemple, qu'on a assez vite arrêté, et on a misé sur le cloud public.
pour faire adhérer les équipes. Et ça passe par la formation et l'expérimentation. Troisièmement, il fallait changer notre logique d'investissement en CAPEX. Donc là, c'était changer notre logiciel interne pour entrer plutôt dans une logique de petits pas en réinvestissant les économies que l'on faisait dans le on-premise, dans le cloud public et permettre la croissance de l'équipe par la vente au BU. Et enfin, en quatrième point important, passer d'une logique d'offre unique avec SLA pour les BU à plutôt une démarche de co-construction dans le contexte de chaque BU et pour son bénéfice en créant des feature teams adaptés. Donc, en résumé, dans les transformations, pour moi, je pense que ce qui prime, c'est la vision et le courage affiché pour engager les collaborateurs. Et cette révolution que l'on propose, elle doit venir de plusieurs évolutions qui sont menées sur plusieurs années avec une cohérence et avec C'est vraiment intéressant, Patrick, parce que ce que tu dis avec ce que nous constatons, parce que finalement, les dénominateurs communs sont-ils nous constatons que chaque entreprise est différente, mais il y a des vrais dénominateurs communs. Alors, notre CTO a l'habitude de dire une transformation, c'est 100% ou rien du tout. C'est comme un mariage. Donc, c'est pas le lundi, c'est pas le mardi, c'est tous les jours. J'aime beaucoup cette expression parce que finalement, une transfo, oui, c'est 100%. Il y a souvent des agents de changement ou un ensemble d'agents de changement, et tu l'as bien mentionné dans l'histoire d'NGIT, avec une vision, une connaissance des bonnes pratiques, un sentiment d'urgence aussi et l'énergie pour lutter contre tous les obstacles. Et les agents de changement, ils peuvent être n'importe où dans la structure organisationnelle. Et ton exemple était intéressant parce que finalement, c'est au sommet, c'est à la base, mais dans la plupart des cas, c'est aussi dans les hiérarchies intermédiaires. On peut se poser la question, c'est quoi une transformation réussie? Moi, si je devais le résumer en une phrase, c'est trouver des bénéfices visibles. Alors qu'ils soient visibles, mesurables et rapides. Et surtout pour les trois parties prenantes. C'est ce qu'on constate chez AWS parce que finalement, c'est une transformation, c'est un triptyque. C'est des partenaires, c'est des clients, ce sont des employés. Et souvent, le travers, c'est de se focaliser uniquement sur l'expérience client. Ça, c'est un premier travers. Le deuxième travers, c'est de se focaliser uniquement sur les salariés. On l'a vu là sur ce qu'on vient de vivre et de pouvoir donner voilà, des solutions de work from home. Et finalement, non, parce que c'est à la fois de transformer pour nos clients, pour les salariés, mais aussi pour les partenaires, parce qu'on travaille aujourd'hui dans des écosystèmes. Et l'innovation seule, c'est fini. Ça, c'est ce qu'on constate. Ça doit être un collectif, c'est une offre combinée. Juste pour illustrer ça, quand on regarde Uber, Airbnb, leur richesse, c'est leur réseau. C'est leur réseau d'hôtels, c'est leur réseau de voitures. Donc, ils travaillent avec des partenaires. Quand on voit les néobanques, on travaille beaucoup avec des néobanques chez AWS. Elles doivent inclure les banques traditionnelles et dans les réseaux de cartes bancaires dans leur business model. Donc, finalement, en résumé, les indicateurs de succès se font au travers de nombreux exemples clients chez AWS. Donc, on a Engie, tu le représentes, on a Veolia, on a 20 minutes, Le Bon Coin, Nexity, tout ça, ce sont des grands clients. Et le premier indicateur, c'est le temps réel. La transfo, c'est de savoir en temps réel. Quand vous regardez Uber, c'est on veut savoir où est le taxi maintenant, quoi. Après, le deuxième pilier, c'est self-service. Tout doit être accessible. On parle de briques de Lego finalement, parce que c'est à partir de briques simples, et le cloud en est un super exemple. Donc, c'est à partir de briques simples qu'on peut faire des choses fabuleuses. Donc, nous, AWS, on met à disposition des briques et charge à nos clients de construire le château. Et finalement, on ne prend pas des tiers en faisant du self-service. Et le troisième pilier, c'est la vitesse et l'agilité. Aujourd'hui, on parlait de changement visible, mesurable pour l'utilisateur final, tangible. On se dit que là, et on a des exemples et j'en parlerai, en 2 semaines, on doit être en mesure d'apporter un bénéfice. Et pendant la période du Covid, là, on a vu des choses fabuleuses réalisées en 1 semaine. Je prendrai juste quelques exemples. Quand on regarde sur, par exemple, un de nos clients, McDonald's, ils ont développé le Home Delivery en 4 mois. Donc, de l'idée à l'implémentation, on est en 4 mois. Parce que le cloud AWS leur a permis de scaler pour accueillir près d'1 million de commandes et du coup de scaler au fur et à mesure du succès du service. Si je prends un deuxième exemple, un client français, cette fois-ci 20 minutes,
qui, à l'occasion des élections présidentielles, a développé une première innovation avec un skill Alexa, assistant vocal disponible sur Amazon Echo, développé en moins de 3 jours pour 15 $ par mois. Et ça a permis aux expatriés francophones aux États-Unis et en Grande-Bretagne de suivre les résultats des élections présidentielles. Voilà. Ce sont quelques exemples, mais chaque mois, du coup, 20 minutes touchait entre 10 et 20 000 personnes. Voilà, qui représente un peu l'effet waouh, voilà, pour 20 minutes. Si on prend Netflix, qui a pu porter son code afin de migrer toute sa bibliothèque de vidéos sur l'iPad à la sortie en 2010. Vous voyez, je cite des exemples qui sont des exemples pas récents, mais depuis très longtemps, on a été en mesure de pouvoir voilà, accompagner nos clients sur ces bénéfices mesurables. Donc, en conclusion, chez Amazon, on parle des two West Door Decision. Ça veut dire quoi? C'est que la pire décision, et dans toute transformation, la pire décision, c'est d'attendre. Parce que si c'est réversible, voilà, le two West Door, c'est ça, on ouvre, on ferme la porte, mais si c'est réversible, on prend une hypothèse, et si on s'est trompé, on vient en arrière, finalement. Donc, mais quoi qu'il en soit, on a gagné du temps. Et le pire serait de ne pas gagner de temps. Donc, finalement, j'ai envie de dire que quand on transforme, il est certainement interdit d'attendre. Merci pour ces faits marquants et du coup des transitions fortes, menées avec courage, avec volonté, des transformations qui prennent compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux et qui impactent, comme tu le disais aussi Sylvie, le triptyque qu'on appelle chez nous souvent l'entreprise plateforme, partenaire, client et employé. Alors, vous avez déjà commencé à en parler tous les deux et c'est le cœur de votre domaine au sein des départements IT. Et je ne vais pas annoncer une surprise en disant que les fonctions IT ont connu un bouleversement avec l'arrivée du cloud il y a quelques années. Donc, le cloud comme outil, bien entendu, mais qui permet aussi de faire évoluer les pratiques des collaborateurs et collaboratrices par son adoption. Alors, Patrick, en quoi l'adoption du cloud et des pratiques plus collaboratives, d'autonomie, de responsabilisation, permettent d'accompagner les évolutions de nos sociétés ou au moins de constituer une opportunité pour faire évoluer ces pratiques? Oui, merci Caroline. Alors, bon, le groupe avait déjà entamé un virage vers le cloud depuis 2015. On avait une stratégie volontariste en commençant par les utilisateurs, notamment avec Office 365. Mais pour le domaine du back-office, il y a eu déjà un premier bouleversement. Très vite, les entités ont adopté le cloud public. Et ce faisant, elles ont comparé l'offre du cloud public avec notre offre interne qui était sur un périmètre différent. Nous, on fait plutôt de l'infogérance, enfin, faisait de l'infogérance pilotée et plutôt monolithique. Donc, au début, ça a commencé par une tension qui s'est accrue liée au changement. Deuxième bouleversement, le cloud public permet aussi aux entités d'expérimenter beaucoup plus vite des prototypes. Et aujourd'hui, quand on échange sur un projet, on a quasiment tous les projets ont déjà fait l'objet d'une maquette qui permet déjà de choisir un certain nombre de choses. Donc, ça permet aussi à chaque BU de gérer ses applications dans un compte distinct. Donc, ça apporte un gain important par rapport à ce qu'on connaissait avant de problématiques classiques de gestion de copropriété. Donc, de ces bouleversements, NGIT a changé ses pratiques pour s'aligner par rapport à ce qu'on pouvait avoir comme bénéfice du cloud public. Tout d'abord, le changement qui est le plus visible, c'est la structuration agile avec des feature teams. On était très bien organisé. On a quand même choisi de copier le modèle Spotify avec des squads que l'on a adapté au domaine de l'infrastructure, parce qu'il était plutôt orienté développement. Et ce modèle a été fait pour pouvoir suivre et intégrer dès que possible les nouveautés du cloud AWS. Donc, ce changement de modèle opérationnel, il est majeur. Il doit être mené avec volontarisme. Ça demande beaucoup d'explications. En pratique, ça a changé aussi l'approche que nous avions par rapport à l'obsolescence, où on subissait l'obsolescence et par rapport à la sécurité, parce qu'on a constaté, et j'en suis convaincu, on bénéficie dans le cloud d'une surveillance constante du parc avec des métriques précises, donc on a augmenté notre niveau de sécurité. Donc, enfin, comme changement de pratique, il y a eu la valorisation de l'économie à l'usage. Et ça c'est en général, on le voit après, par exemple en investissant dans le FinOps. Nous, on est parti rapidement sur des transitions SAP HANA majeures, donc elles étaient massives chez Engie pour la finance. Et on démarrait toujours ces projets dans un contexte de coût équivalent.
Il y avait le coût d'acquisition, de la maîtrise de la technologie haute, et en gros, on choisissait le cloud par conviction à coût équivalent. Mais 2 ans après, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on observe les métriques et les optimisations récurrentes que l'on a pu porter sur des domaines qui n'étaient pas forcément visibles comme le DRP ou les licences, on voit un gain majeur et atteignable sur la partie consommation cloud de 40 à 50%. Et ça, principalement parce qu'on est capable d'avoir une bien meilleure adéquation entre l'offre et l'usage réel. Donc, bon, après, c'est au niveau d'Engility. Chez AWS, je pense que vous avez été exposé à beaucoup plus de transitions chez des clients beaucoup plus nombreux. Donc, quels enseignements, Sylvie, as-tu tiré de cette transformation? Merci Patrick. C'est intéressant parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que, et tu le disais très très bien, c'est que le cloud, c'est un parfait exemple de l'apport de la technologie au profit de mutations très profondes et majeures. Donc, depuis la création d'AWS en 2006, un grand nombre d'entreprises, et tu le mentionnais, toutes tailles confondues, tout secteur confondu. Donc, on a une belle expérience et un bel éventail de voir en fin de compte tous ces clients qui se sont réinventés en migrant leurs infras dans le cloud. Alors, pourquoi? Tout d'abord, en fin de compte, le premier sujet, c'est qu'on fait gagner à nos clients des marges de manœuvre par la réduction des coûts, une amélioration de la qualité de service. Ton exemple était très intéressant. La sécurité aussi, hein, c'est un vrai sujet, et qui engendre finalement plus d'agilité, plus d'innovation pour explorer des nouveaux usages. C'est ça, en fin de compte, le vrai sujet. Et la réduction habituelle du coût total de possession, qu'on constate par un simple lift and shift, donc une migration simple des applications, c'est 30%. Et en utilisant une stratégie d'optimisation, on peut réduire d'au moins 5, on a constaté de 60% en moyenne ce TCO. Donc, ça donne aux entreprises finalement un grand coup de pouce financier qui leur permet d'investir dans des sujets d'innovation et dans des projets qui sont beaucoup plus stratégiques et qui contribuent finalement à leur croissance. Bon, alors, on a des exemples et voilà, l'exemple Engie est un très bon exemple. Voilà, et aujourd'hui, que ce soit Engie, Veolia sur des migrations SAP, CMA CGM là, qui vient de témoigner aussi, qui constate des réductions entre 40 et 50% de réduction versus des infrastructures traditionnelles. Donc, ces marges de manœuvre, on les trouve, voilà, qu'est-ce qu'on va faire des 50% restants pour innover? Après, ensuite, le deuxième sujet, c'est ce qu'on constate chez nos clients, c'est que l'adoption du cloud, ça permet d'accompagner le développement aussi des collaborateurs. Ça, c'est un vrai sujet dans les transformations. Parce que dès que les fondations sont en place, on réalise souvent que le plus gros challenge dans les transports d'entreprise, c'est pas, enfin, le challenge n'est pas technique. Parce que poser des nouvelles bases d'une infrastructure agile, évolutive, flexible, à moindre coût, en migrant dans le cloud AWS, c'est pas ce qui est le plus difficile. Mais en revanche, accompagner les équipes et développer les compétences, ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 80 000 professionnels qui manquent aujourd'hui dans les métiers du numérique. Donc, chez AWS, on forme, quand on accompagne nos clients, on forme aussi les équipes à cette transformation. On forme des centaines de milliers de clients par an. On a découvert qu'à partir du moment où on a environ 10% des employés qui étaient formés, cela engendrait une vraie dynamique. On parlait de dynamique dans les transformations majeures. Et du coup, ça s'étend par capillarité à l'ensemble de l'organisation. Il y a Olivier Siboni, qui est un ex-partenaire de McKinsey et qui est professeur à HEC sur la prise de décision, disait récemment que l'incertitude et la complexité croissante, finalement, c'est la collégialité, j'ai bien aimé ce mot, qui permet aux organisations de continuer à grandir. Donc, la transformation du move to cloud, c'est aussi de casser des silos. C'est ça la collégialité, c'est de pouvoir travailler en intelligence collective, et tu l'as mentionné. Tu parles de FinOps, donc là, on est aussi sur l'IT, la finance, on casse des silos, et toutes ces fonctions sont au service de la transformation. Donc, notre expérience chez AWS nous a montré que les transformations réussies vers le cloud se basaient sur vraiment si je devais résumer, 4 différenciateurs. Le premier, c'est un fort alignement des dirigeants, on l'a mentionné, un fort alignement des COMEX, une communication qui est très, très claire et qui est très engagée sur la façon dont le changement va s'opérer. Ça permet d'éviter l'inertie dans la prise de décision. Veolia annonce, quand Veolia annonce la fermeture de 100% de leur data center, il l'annonce 2 ans après, c'est fait. Il y a une communication et il y a un engagement qui est très fort et une communication descendante.
Le deuxième différenciateur, c'est de se fixer un objectif, et nos clients se sont fixés des objectifs très agressifs. Et donc, ils ont posé une ambition partagée avec le reste des collaborateurs. Donc ça, pour moi, c'est aussi un différenciateur clé. Bon, résultat, ça permet à toute l'organisation d'avancer plus vite qu'elle le ferait habituellement de façon organique. Je voudrais citer General Electric. Il y a 5 ans, la CIO du groupe, Jenny Miller, voulait absolument que GE aille dans le cloud pour aller plus vite et pour gagner toutes ses marges de manœuvre. Elle a réuni tout son team de leadership pour annoncer qu'ils allaient migrer 50 applications vers AWS dans les 30 prochains jours. Vous imaginez bien que pendant 40, elle explique d'ailleurs que pendant 45 minutes, elle explique à ses équipes et que les équipes lui expliquent que ça n'allait pas fonctionner. Résultat, en 5 ans, ils ont migré toutes leurs applications. Ils ont en un mois migré 32 applis. Ils ont défini un nouveau modèle de gouvernance, de sécurité, de conformité. Ils ont réussi à créer une dynamique où voilà, tout le monde a été embarqué. Et finalement, ce sont des milliers et des milliers d'applications qui ont été migrées. Donc, je pense que voilà, ça c'est un vrai sujet. Et un autre différenciateur aussi sur les entreprises qui ont réussi à faire ces mutations importantes, c'est qu'ils ont formé leurs collaborateurs et ils les ont préparés à ce virage technologique. Donc, on parlait des 10%, nous on dit voilà, formez 100% de vos collaborateurs. Voilà, formez vos équipes et donnez-leur les clés d'accompagnement. Et enfin, je pense, nos clients sur ces transformations réussies, le dénominateur commun, c'est que ces entreprises se sont assurées que la transformation ne soit pas paralysée en voulant tout faire dans un laps de temps très court. Il faut avoir des quick wins, toutes ces petites victoires qui sont un vrai booster pour les équipes, qui embarquent les collaborateurs dans une histoire positive. C'est ce qui crée le momentum et l'attraction. Donc, voilà, on a un exemple avec Nexity, qui est un client AWS, qui finalement a créé une application qui s'appelle Eugénie, donc de manière très rapide, une application qui permet aux occupants d'un bâtiment de contrôler leur équipement d'automatisation domestique, de relier ça à leurs voisins. Donc voilà, Nexity est devenu une adepte du modèle aller plus vite, plus audacieux, essayer, échouer. C'est tout à fait ça la transfo. Finalement, lors d'une intervention, le CTO de Nexity mentionnait que la partie la plus délicate de son voyage vers le cloud a été d'accompagner l'acculturation des équipes, bien plus que de les former aux technologies. Donc, ce qu'on doit retenir, voilà, c'est une nouvelle expérience client qu'apporte Nexity avec le cloud. Ils étaient, voilà, c'était pas leur business model habituel. Ils offrent un nouveau service. Ils ont embauché des nouvelles équipes. Ça a donné lieu à une migration de masse. Ils ont dépassé leurs concurrents et l'expérience client est fabuleuse. Donc, finalement, ils ont gagné en agilité. Super. Ah bah, du coup, on voit bien les transformations du mode de coût, de l'obsolescence, de la sécurité, du modèle opérationnel, et puis aussi transformation de la vision, de la formation, de la communication, et bien sûr des usages, de la culture. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et pour les employés, les partenaires et les clients. C'est énormément de sujets qui sont menés en même temps, de front. Alors forcément, hein, cette transformation de l'expérience collaborateur, de ces usages, de cette culture, ça s'accompagne. C'est vraiment des très grands changements, c'est des bouleversements et cela s'accompagne notamment par le rôle du manager et du dirigeant. Alors, ce rôle, j'ai l'impression qu'il se transforme. Nous en parlions déjà en début de session, hein, et j'aimerais revenir dessus parce que j'ai l'impression que c'est essentiel aujourd'hui dans les transformations, dans les exemples que vous utilisez. Ce rôle du dirigeant, du manager évolue. Alors, je voulais te demander, Sylvie, comment tu voyais ce rôle aujourd'hui du dirigeant? Qu'est-ce que tu as pu observer sur le marché? Et Patrick, c'est ce que tu as vécu dans ton histoire avec tes équipes. Je voulais savoir quel chemin avais-tu parcouru au sein de NGIT sur ce rôle. On va commencer par toi, Sylvie. Ouais, merci Caroline. Alors, ce que j'aurais envie de mentionner, c'est que on parle d'intelligence collaborative et relationnelle, qui sont vraiment des clés de succès. Pour moi, il devient capital pour les managers de savoir favoriser le mieux travailler ensemble. Parce que collaborer, ce n'est pas si simple finalement. Et on ne s'appuie pas uniquement sur des outils. C'est une culture, c'est des pratiques de la collaboration également qui sont importantes. Donc moi, ce que j'observe au travers les différentes transformations que j'ai pu accompagner et ce que je constate aujourd'hui chez nos clients AWS,
c'est que la première étape pour les dirigeants et les managers est d'expliquer ce que nous faisons. Voilà, ce qu'ils font, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et ça, on l'a mentionné auparavant. La deuxième étape, c'est de faire preuve de transparence sur les enjeux. Très important aussi de parler des risques, mais aussi des bénéfices. C'est souvent ce qui conduit à beaucoup plus de responsabilisation finalement et d'autonomie. Et on est après dans du leadership partagé chez les collaborateurs. Et la troisième étape, c'est la mise en place de ce que j'aime appeler le principe de subsidiarité. Pour moi, c'est une des clés que j'ai pu observer, c'est-à-dire que toute décision qui peut être prise à un niveau inférieur n'a pas besoin de remonter au niveau supérieur. Et donc, apprendre aux équipes à prendre des décisions en parfaite autonomie, créer de l'agilité sur la base d'une confiance partagée. Une autre clé de lecture importante, c'est de former les managers à comprendre aussi les facteurs de motivation profonde des collaborateurs. Daniel Pink a écrit un livre qui s'appelle A Whole New Mind et il expliquait que finalement les 3 facteurs de motivation profonde d'un individu, c'est l'autonomie, la responsabilisation et la confiance. Donc de former les managers sur ce triptyque et d'accompagner les équipes, ça me paraît complètement clé. Et puis il y a des nouveaux outils, voilà, on a des nouveaux outils de mentoring, de coaching qui permettent aux collaborateurs de prendre conscience de leurs forces, de leur motivation profonde. Et finalement, ça va les amener à être des acteurs engagés dans la réussite d'un projet, que ce soit un move to cloud ou un projet de transformation, quel qu'il soit. Et donc, ça inspire des nouveaux modes de management basés sur ce que… Donc, finalement, en conclusion, je pense qu'il est important de se rappeler que derrière toute transformation technologique se cache une transformation humaine. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, on ne change pas les équipes en place, on change avec elles, en donnant du sens, en levant les craintes, en suscitant l'adhésion. Donc, tout ça, c'est une question de leadership. Et finalement, c'est une connaissance du capital humain que les dirigeants doivent améliorer. Et c'est, on le constate sans doute, celui que les entreprises connaissent encore le moins. Donc, voilà. Donc, Patrick, moi, avec ce que tu vis aujourd'hui avec tes équipes, finalement, quel est le chemin parcouru au sein d'NGIT sur ce rôle et par rapport à ce que je viens d'exposer? Je suis très intéressée. Merci Sylvie. Moi, je vais revenir au contexte. Nous n'avions pas le choix. On avait une contrainte budgétaire majeure qui faisait que nous étions obligés de faire une transition par petits pas. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, en fait, cette approche agile avait plusieurs avantages. On devait garder un principe de frugalité et de toujours se positionner par rapport à la valeur créée pour la BI. Et cette frugalité s'est révélée vraiment utile dans l'appropriation de la démarche zéro carbone aussi. Donc, dans ce rôle de manager où j'ai essayé de jouer le rôle de coach, pour donner du sens, j'ai suivi les recettes suivantes. Le premier message, c'était d'avoir une maîtrise d'œuvre interne en pilotant les squads par des internes que l'on forme avec un très fort niveau de délégation opérationnelle. Par exemple, il faut clairement afficher l'encouragement de la prise de risque au bénéfice de la BU en acceptant que les personnes challengent les règles d'NGIT pour s'il y avait un bénéfice BU qui était supérieur. Donc, il faut le faire avec les formes, évidemment, mais c'est un point important. Deuxième point, expliciter notre microculture cloud public. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué, hein, mais vraiment l'expliciter, la vocaliser. Et pour cela, on a pu bénéficier d'un profil qu'on ne connaissait pas, qui est une coach spécialiste des sciences cognitives, qui en fait a travaillé sur l'analyse du langage pour comprendre ce qui nous rassemblait. Et de cette expérience, ça a étudié le lien entre les squads, parce que les squads, quand on est passé à l'échelle, ils étaient distribués entre plusieurs sites. Et donc, on voulait garder du lien entre ces squads et garder l'état d'esprit de ces 14 squads. Et surtout, notre objectif n'était pas de créer des squads pour les placer, mais d'encourager une forte mobilité des membres entre les squads. Par exemple, chaque semestre, on change une partie significative des effectifs de squads de façon à enrichir les profils. Et donc, il fallait que le lien soit suffisant pour que les transitions entre squads se passent bien. Donc, pour donner un peu l'idée de ce type d'expérimentation, qui pour nous était une nouveauté complète, aujourd'hui, avec mes collègues de la data, on fait appel à un profil comme un directeur artistique dans cette squad pour la production de Data Wall. Donc, pour nous, c'est un changement. Ensuite, pour inscrire cette action dans la durée, on avait, grâce à notre direction générale et à la RH, à leur aide, on a pu créer une Cloud Academy qui a permis de façonner notre écosystème. Sur l'interne, on a initié 330 collaborateurs. On a proposé des sessions régulières avec la Cloud Community qui était ouverte à tous. Et en faisant cela, dans notre écosystème interne, on a réussi à vaincre les craintes et les résistances que pouvait créer le cloud public.
Enfin, en partageant largement avec nos partenaires ou en public, comme aujourd'hui avec vous, on crée des conditions de confiance et du lien dans cet écosystème. Et finalement, pour conclure sur ma contribution personnelle, il y avait un devoir d'exemplarité. Par exemple, j'ai passé la certification AWS comme tous les autres. D'ailleurs, il faut que je la renouvelle bientôt. Il y avait un partage et une remise en cause permanente. L'animation et le discours, j'ai essayé de le rendre direct, y compris avec des immersions dans les squads, même si j'en fais pas assez. Et aujourd'hui, je peux partager une vraie fierté de l'équipe. On a une 50aine de spécialistes à temps plein, dont 40% d'internes. On recrute, on est attractif et on arrive même à, et ça c'est une vraie fierté, d'amener des alternants assez rapidement à une employabilité forte. Donc, quand on regarde le chemin parcouru avec l'aide de notre écosystème, on peut qu'encourager le partage de ces pratiques entre sociétés pour améliorer encore notre capacité de transformation. Merci beaucoup. Je ressens vraiment du coup ce changement dans ce rôle de dirigeant qui se transforme du coup lui-même avec ses équipes pour établir de nouveaux principes, une relation de confiance, d'autonomie, ce devoir d'exemplarité qui privilégie des pratiques avec un collectif fort. C'est très intéressant d'entendre ces messages-là qui sont essentiels. Malheureusement, le temps file et on touche déjà à la fin de l'émission, on déborde déjà un petit peu. Alors, j'ai simplement une dernière question très rapide pour vous, puisqu'on parle de transformation. Alors, demain, si vous deviez faire un premier petit pas pour vous transformer personnellement, transformer votre équipe, transformer votre organisation, ce serait quoi en quelques mots? Je peux démarrer parce que mon premier petit pas, je l'ai fait récemment. Moi, j'ai décidé d'accompagner mes équipes et de les former et on démarre un processus de coaching sur l'audace parce que pour apprendre à oser. Parce que finalement, pour transformer, il faut être audacieux. Et toi, Patrick? Oui, alors peut-être un rappel, la transformation, c'est d'écrire ce qui n'est pas encore, mais ce qui pourrait être si on le voulait. Donc pour moi, le partage de cette vision avec la crédibilité et honnêteté, pardon, c'est vraiment le premier devoir du dirigeant. Merci pour ces propos inspirants. Donc, ça illustre bien cette transformation et le monde en profonde mutation, thème de ce podcast. On espère que ce format vous a plu. J'étais très heureuse de vous avoir accueillis, Sylvie, Patrick, et d'avoir préparé ce broadcast avec vous. Donc, nous vous retrouverons le public pour un prochain épisode en septembre. Si vous souhaitez participer, que vous voulez parler d'un sujet en particulier pour une prochaine émission, vous n'hésitez pas à me contacter directement par LinkedIn, par exemple, donc Caroline Alain. Et puis, si vous avez envie de revivre ces échanges ou bien de les partager, cela sera disponible en replay, bien évidemment. Donc, à bientôt. Passez une excellente journée ensoleillée et puis on vous souhaite une belle transformation à toutes et à tous dans vos organisations. Merci. Merci. Mesdames.